Voici ce qui s'est passé pour résumer ce qui s'est déroulé hier et dans la nuit avec la nouvelle escalade entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran a soudainement annoncé qu'il allait fermer le détroit d'Ormuz. Et voilà la situation en ce moment dans le détroit d'Ormuz. Hier, c'était pareil. L'image n'a pas changé depuis hier. Et il semble qu'il n'y ait aucun mouvement dans le détroit. En gros, dans la partie sud du détroit, c'est la voie que les États-Unis essaient d'utiliser, près de la frontière omanaise. Il n'y a aucun navire, aucun pétrolier. Et concernant les attaques, si on regarde la carte d'hier, c'est la carte de l'Iran, avec les emplacements des frappes américaines. En gros, dans la partie ouest de l'Iran, près de l'Irak et du Koweït, ils utilisaient des HIMARS et ont mené une attaque depuis le Koweït. Ils frappaient des cibles dans la province du Khouzistan, qui se trouve justement dans cette région à l'ouest de l'Iran, ainsi que certaines cibles plus au sud, près du détroit d'Ormuz. Et apparemment, ils utilisaient aussi du côté du Qatar et de Bahreïn d'autres HIMARS pour lancer des attaques depuis là-bas. À ma connaissance, il n'a pas été signalé qu'il y ait eu, peut-être à part quelques petites frappes de chasseurs, d'autres types d'attaques. En gros, les États-Unis ont attaqué l'Iran avec des HIMARS, des attaques MS, des JASSM et ce genre de missiles. Et d'un autre côté, il y a eu l'attaque iranienne contre le Koweït, qui visait une base des Nations Unies. Apparemment, c'était une base de l'ONU utilisée auparavant. L'Iran a attaqué ce site et frappé. C'est l'endroit où les États-Unis utilisaient ces lance-roquettes HIMARS. Ils s'en servaient, vous savez, à la frontière entre le Koweït et l'Irak. Et on voit bien à quel point cet endroit est proche de l'Iran. Parce que quand on remonte vers Bassora, juste à côté de Bassora, il y a la ville d'Abadan. Abadan se trouve dans la province qui a été attaquée par les États-Unis, la province occidentale de l'Iran, le Khouzistan, comme on l'appelle. Et c'était une base de l'ONU. Il a été rapporté qu'il s'agissait d'un ancien camp de base des Nations Unies au Koweït. Et comme je l'ai dit, les États-Unis utilisaient les HIMARS depuis cet endroit pour frapper l'Iran. Et l'Iran a frappé cette zone avec des missiles et des drones, comme on le voit sur cette image. C'est exactement le même endroit qui a été visé par l'Iran. L'autre point, c'était l'attaque contre la centrale nucléaire iranienne. Comme vous le voyez ici, la centrale nucléaire de Bushehr. Sur cette photo, on voit bien que l'endroit est tout près de la centrale. Beaucoup de gens se sont inquiétés de ce qui pouvait se passer là-bas à cause de la radioactivité et de la façon dont cela pouvait affecter le sud du pays, tout le golfe Persique et les pays du Conseil de coopération du Golfe. Ce n'est pas seulement une affaire iranienne. Toute la région pourrait être contaminée par ces matières radioactives. Et l'autre attaque, celle de l'Iran, a visé le prince Hassan, en Jordanie. Vous voyez ces deux endroits ici? Oui, ils ont été attaqués, le centre de commandement et la piste d'atterrissage de la base aérienne du prince Hassan, en Jordanie. Wangaritus Paris Missinini. Et l'autre attaque a visé, vous savez, l'un des abris pour les drones américains MQ-9. Apparemment, comme on le voit ici, la cible a bien été touchée. Voilà la situation, colonel, concernant ce qui s'est passé la nuit dernière. En gros, les deux camps intensifient leurs attaques, l'un contre l'autre. Les États-Unis utilisent principalement des HIMARS et ce type d'armes, et l'Iran répond avec des missiles et des drones. L'objectif principal, c'est le détroit d'Ormuz. Les combats se poursuivent, comme on en parlait il y a un instant. Le ministre iranien des Affaires étrangères, ou plutôt son porte-parole, a déclaré que tant que les États-Unis continueront de violer le protocole d'accord dans le détroit d'Ormuz, il n'y aura aucune activité, aucun mouvement dans le détroit, et que l'Iran violera aussi ces termes en retour. Voilà la situation, colonel. Donnez-nous maintenant votre analyse.
Eh bien, on assiste au même bras de fer que celui qu'on a déjà connu, en gros. C'est la suite logique de ce qu'on a vu auparavant. Trump joue à la fois sur la carotte et le bâton pour amener les Iraniens à faire ce qu'il veut. Comme nous en avons déjà parlé, le protocole d'accord Et c'est simplement un engagement politique envers un traité. Ce n'est pas un traité. Et c'est très important de le rappeler, parce que même si les 3 premiers articles du protocole d'accord prévoient qu'il doit y avoir un cessez-le-feu et un arrêt de toutes les activités de guerre, non seulement en Iran, mais aussi au Liban, ça c'est la partie obligatoire, si on veut. Tout le reste est en réalité conditionnel. Et c'est pour ça que c'est très important. Il y avait beaucoup d'attentes en Occident, et surtout, probablement pas tellement en Iran même. Enfin, en Iran aussi sans doute, mais disons qu'en Iran, beaucoup de gens étaient très prudents à propos de ce protocole, parce qu'ils l'avaient lu. Mais beaucoup de personnes qui soutiennent l'Iran en Occident et ailleurs disaient « Eh bien, c'est une victoire de l'Iran », et des choses comme ça. J'avais mis en garde contre ça, parce que, comme je l'ai dit, seuls les 3 premiers articles sont réellement obligatoires. Tout le reste, à part une partie de l'article 5, qui concerne le détroit d'Ormuz d'ailleurs, est conditionnel. Chaque article précisait que tout devait être réglé pendant la négociation de 60 jours, qui aurait dû avoir lieu après le 17 juin, pour aboutir à la fin à un accord de paix, si l'on veut. C'était donc conditionnel, et évidemment, les Américains n'étaient pas très enclins à mener ces négociations. Ils ont donc tout fait pour empêcher qu'un accord voie le jour. Et ça, c'est une première chose. On savait que ça allait créer des difficultés. Le point suivant, c'est exactement ce qu'on a déjà vu avec les précédents accords ou pseudo-accords conclus par Donald Trump. Donald Trump est quelqu'un qui veut des résultats immédiats. Même s'il dit, bon, on va vous accorder 2 semaines, un cessez-le-feu de 2 semaines. Et vous vous souvenez que les États-Unis ont toujours violé leur propre cessez-le-feu. Parce qu'en réalité, 2 semaines, il accorde 2 semaines, mais il voudrait que l'adversaire réagisse tout de suite et qu'il trouve immédiatement la solution qu'il considère comme la bonne. En fait, Trump, lui, est sous pression temporelle, alors que les autres ne le sont pas. C'est pour ça qu'il n'attend même pas la fin du délai. Il veut un résultat avant même l'échéance. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Je parle de l'article 5 du protocole d'accord, parce que c'est celui qui concerne le détroit d'Ormuz. Mais dans cet article, il est dit que pendant les 60 jours, période durant laquelle la négociation devait avoir lieu, c'est à l'Iran de gérer le transit et le trafic autour du détroit d'Ormuz. Et donc les tentatives des États-Unis pour influencer l'Iran et le pousser à faire une déclaration, parce que apparemment, ce que Trump attendait, c'était une déclaration officielle des Iraniens affirmant que le détroit d'Ormuz est ouvert. C'est ça qu'ils voulaient obtenir. Ils ont essayé de leur côté. Le CENTCOM a fait des annonces. Les États-Unis ont fait des annonces disant que le détroit d'Ormuz est ouvert. Mais les Iraniens, eux, ne l'ont pas fait. Et pour une raison simple. Il avait été dit que l'Iran devait gérer le trafic pendant au moins 60 jours. Je ne sais pas vraiment pourquoi ni comment tout ça sera réglé au final, s'il y aura des frais, des péages, ou peu importe comment on les appellera, mais le fait est qu'il y avait ce délai de 60 jours que les États-Unis devaient respecter. Et encore une fois, Trump est impatient, et c'est pour ça qu'il veut pousser l'Iran à faire quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. Voilà où on en est. On est dans un bras de fer. Un bras de fer entre l'ego de Donald Trump et, disons, une certaine obstination, mais une obstination légitime du côté iranien.
L'Iran a beaucoup à perdre dans cette affaire. Évidemment, l'Iran veut la paix, mais il veut une paix durable. Et pour qu'elle soit durable, il doit rendre sa position, disons, crédible. Et c'est bien ça, le cœur du sujet. L'Iran doit montrer qu'il ne veut pas et qu'il ne va pas, disons, échanger sa souveraineté contre quelque avantage que ce soit. Et c'est aussi pour cette raison qu'avant le 17 juin, les Iraniens ont déclaré que le détroit d'Ormuz faisait partie de leur souveraineté, tout comme la question de l'enrichissement de l'uranium. Ça fait partie de leur souveraineté. Et à ce stade, je pense que l'enjeu principal pour l'Iran, c'est d'affirmer cette souveraineté. C'est aussi une raison supplémentaire pour laquelle toutes ces manœuvres ou ces tentatives américaines pour faire pression sur les Iraniens sont fondamentalement erronées. Elles vont pousser les Iraniens à faire exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que l'Iran doit prouver qu'il est souverain et qu'il exercera cette souveraineté. C'est ce qu'il défend. C'est la raison pour laquelle l'Iran se bat, pour sa souveraineté. Et c'est pour ça qu'on voit bien que la position américaine ici, c'est celle de quelqu'un qui ne comprend pas vraiment la situation. Et ça, à mes yeux, c'est extrêmement inquiétant. Mais voilà où on en est. L'Iran est têtu, je le comprends, et je dirais même que c'est légitime, parce qu'il doit affirmer sa légitimité. Donc on est dans cette impasse. Trump, lui, veut montrer un succès. Jusqu'à présent, il n'a montré que des faiblesses. Des faiblesses vis-à-vis d'Israël, parce qu'au fond, il a lui-même reconnu qu'il avait été entraîné dans ce conflit sans savoir exactement ce qui était en jeu. Et il a aussi admis, surtout pendant les funérailles de Khamenei, qu'il n'avait pas réalisé à quel point le peuple iranien soutenait son gouvernement. En fait, c'est ce que je vous disais. Trump s'est fait piéger par Netanyahou. Trump has been tricked by Netanyahu. Netanyahu has tried for decades now. Depuis des décennies, Netanyahou essaie d'entraîner les Américains dans une guerre contre l'Iran au Moyen-Orient. Jusqu'à présent, aucun président n'a répondu à cet appel, ou du moins pas de manière positive. Tous ont refusé de s'engager dans un conflit au nom d'Israël contre l'Iran. Ils ont gardé une rhétorique hostile envers l'Iran, mais ils ont compris que ce n'était pas une bonne idée de déclencher une guerre. Netanyahou a repéré, avec Trump, le point faible. Trump est ce point faible pour Israël. C'est pour cette raison que Netanyahou a réussi à entraîner les États-Unis dans le conflit. Et maintenant, Trump se rend compte qu'il a été piégé dans cette affaire. C'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, Trump a besoin d'un succès. Le protocole d'accord aurait pu être une occasion, mais apparemment, comme on le voit, et comme beaucoup le disent, ce protocole est mort. Parce que les Iraniens savaient, et ils savent toujours, que les États-Unis n'agiront pas dans l'esprit du protocole d'accord. Quand on lit les différents articles de ce texte, vous vous souvenez peut-être qu'on avait dit « Eh bien, ça semble extrêmement favorable à l'Iran ». Et en fait, c'était bien l'esprit de tout ça. L'idée, c'était « D'accord, on abandonne. Cette guerre était une erreur, on passe à autre chose, et on accepte ce qu'ils disent pour essayer de trouver un terrain d'entente. » Mais au fond, c'était une erreur. Et c'est ce que le texte du protocole laisse entendre. Évidemment, quand on entre dans le concret des négociations, les Américains n'accepteront jamais de reconnaître qu'ils ont fait une erreur. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Tout ça était prévisible. Je pense que les Iraniens s'y attendaient. Et oui, c'est bien la situation dans laquelle nous sommes. Colonel, il y a tout juste quelques instants, voici ce qui s'est passé. Un avion iranien. Vous savez, il y a un blocus, un véritable siège du Yémen. Et l'Iran a déjà brisé ce siège par le passé. Mais là, en ce moment même, un nouvel avion iranien se dirige vers le Yémen. Et puis, on voit les chasseurs saoudiens décoller et frapper la piste de l'aéroport au Yémen pour empêcher l'avion iranien d'atterrir.
Mais cet avion iranien, comme on le voit maintenant, est en train d'atterrir au Yémen, malgré la piste touchée par les chasseurs saoudiens. Les images commencent à arriver, je vais vous en montrer une. Voici le porte-parole d'Ansarallah. Il déclare que, dans un acte d'agression flagrant, l'ennemi saoudien a visé l'aéroport international de Sanaa avec une série de frappes aériennes, mettant ainsi fin à la phase de désescalade et assumant les conséquences de son agression. Il affirme que cette agression ne restera pas impunie. Il semble que, je ne sais pas s'ils vont commencer à frapper des cibles en Arabie Saoudite, peut-être Aramco ou quelque chose de ce genre. Mais c'est la nouvelle escalade en cours. Je ne comprends pas pourquoi l'Arabie Saoudite continue avec ses politiques contre le Yémen, alors qu'elle-même est vulnérable, notamment à cause d'Aramco, ces installations pétrolières qui peuvent être visées par des drones ou des missiles venus du Yémen. Et pourtant, ils poursuivent ce blocus contre le Yémen. Quelle est votre lecture de cette situation? Eh bien, c'est difficile de comprendre exactement quelle est la position de l'Arabie saoudite. D'ailleurs, il y a eu ces dernières semaines plusieurs vols d'avions venant d'Iran vers le Yémen, et les Saoudiens ont apparemment permis que cela se fasse, d'une manière ou d'une autre. Ils ne pouvaient pas ignorer ce qui se passait, mais ils ont quand même laissé cet avion atterrir au Yémen. Donc, il y a une attitude assez ambiguë vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Je pense que l'Arabie saoudite essaie de jouer un rôle un peu neutre dans tout ça. Rappelez-vous qu'ils ont assisté aux funérailles d'Al-Azhar al-Khamenei, ce qui, pour un pays potentiellement en guerre avec l'Iran, montre une certaine maturité. Et je crois qu'on en a déjà parlé. Même si c'était une délégation de rang subministériel, ils étaient quand même présents. On a aussi vu que les Saoudiens ont essayé, ou plutôt évité, de réagir aux frappes contre les bases américaines sur leur territoire. Ce n'est pas nouveau. L'Arabie saoudite proteste contre la présence américaine depuis le début des années 90. D'ailleurs, déjà en 1991, les États-Unis ont eu du mal à entrer en Arabie saoudite pour attaquer les forces irakiennes qui occupaient le Koweït. Les Saoudiens étaient très réticents à les laisser rester. Et après la guerre, ils ont demandé aux Américains de quitter le pays et de démonter leurs bases. Mais d'une manière ou d'une autre, Washington a réussi à convaincre le gouvernement saoudien de les garder. En réalité, c'est justement cette présence américaine qui a déclenché le terrorisme djihadiste. C'est exactement là que tout commence. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des gens comme Oussama Ben Laden et d'autres, et qu'on a vu ces extrémistes en Arabie saoudite commencer à s'en prendre aux États-Unis. Et les Saoudiens en sont parfaitement conscients. Ils ont accepté la présence américaine parce que, sans doute, ils ne voulaient pas provoquer ou affronter militairement les États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont en réalité accepté, ou plutôt toléré, la présence américaine. Mais au fond, ils n'en sont pas satisfaits. Alors quand les Iraniens ont répliqué à l'attaque de février en frappant des bases américaines, les Saoudiens, eux, n'ont pas réagi, contrairement à d'autres, comme au Koweït ou au Qatar. Et donc ce sont ces derniers qui ont réagi, évidemment, contre l'Iran. Les Saoudiens sont un peu le cul entre deux chaises, si je puis dire. Ils ne veulent pas se confronter aux États-Unis, mais en même temps, ils ne sont pas vraiment satisfaits d'eux. Avec le Yémen, la relation est sans doute plus complexe, avec des racines plus profondes dans l'histoire et la culture locale. Et c'est probablement pour ça qu'on retrouve aussi cette sorte d'obsession des Saoudiens vis-à-vis des Yéménites. Même si, en réalité, au Yémen, Ansarallah est plutôt du bon côté, si on veut, puisque le gouvernement leur a été imposé. Mais ça, c'est une autre histoire.
Quoi qu'il en soit, comme je le disais, les Saoudiens sont entre deux chaises. C'est donc très difficile de comprendre exactement ce qu'ils ont en tête derrière tout ça. Et il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est que, tout comme les Iraniens, les Saoudiens doivent eux aussi affirmer leur souveraineté. Oui, eux aussi doivent affirmer cette souveraineté. Ce n'est pas propre aux Iraniens. Les Saoudiens le font aussi. Donc je pense que cela renvoie en fait au problème de la présence étrangère. On parle souvent des États-Unis, mais si on va en Irak, on trouve aussi les Allemands, les Français et toutes ces forces militaires qui occupent également le pays. Cette présence étrangère est fondamentalement déstabilisatrice parce qu'elle place ces pays dans une situation ambiguë. Ils ne veulent pas être en guerre avec les pays européens, mais en même temps, ils ne les apprécient pas et ils sont obligés de l'accepter. Et la population, elle, ne l'accepte pas. Vous voyez, cela montre toute l'ambiguïté de cette présence étrangère au Moyen-Orient. Et si les Européens, et plus largement l'Occident, faisaient preuve de plus de sagesse, ils diraient « Très bien, on s'en va. Maintenant, on signe un accord avec l'Iran, on règle le conflit, on s'en va, et c'est votre problème. » We leave, and that's your problem.